Évidemment la parole. Données sensibles du citoyen et cybersécurité, quels enjeux pour nos administrations et nos établissements de santé? Vaste question s'il en est. On est ravis d'accueillir nos trois intervenants, à commencer par Xavier Lacoque. Soyez le bienvenu. Vous êtes directeur des data et de l'IA ainsi que RSSI à l'Oncopole Claudius Regaud. Vincent Temblier, bienvenue aussi. Vous êtes responsable de la sécurité des systèmes d'information du centre hospitalier Princesse Grasse à Monaco. Éric Boucher, bienvenue. Vous êtes ingénieur expert en technologie de l'information, référent santé au CNIL. Est-il besoin de le rappeler, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et ravi d'accueillir en tant que modératrice Béatrice Girard, qui est journaliste. Bonjour Béatrice. Bonjour à tous. Je vous laisse la parole avec vos experts. À tout à l'heure. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc effectivement, on est ravis de vous accueillir à l'occasion de cette table ronde, donc consacrée, on l'a dit, aux enjeux en matière de cybersécurité pour nos établissements de santé, notamment en matière de données sensibles des patients. Alors pour commencer, maintenant que les présentations ont été faites, je vous propose peut-être de dresser une petite photographie, un état des lieux de là où en sont les établissements de soins et de santé en France. Avec vous, Éric Boucher de Crèvecoeur à la CNIL. Alors d'abord, expliquez-nous ce que vous faites à la CNIL et puis quel est l'état des lieux que vous avez dressé récemment. Oui, bonjour à tous. Côté CNIL, je m'occupe de la cybersécurité et de la conformité technique des traitements de données personnelles, comme on dit, donc notamment les données hospitalières. On travaille, on est une quinzaine d'experts, à peu près 5 sur la santé. On travaille en binôme avec les juristes qui s'occupent de la conformité RGPD plus juridique des traitements dans les hôpitaux. Et ces traitements, les deux actualités qu'on suit en ce moment, c'est à la fois la constitution des entrepôts de données de santé, voilà, on va en parler avec mes collègues, et également la sécurité du dossier patient informatisé, donc les dossiers médicaux des hôpitaux, sur lesquels la CNIL a fait des contrôles depuis 2 ans et sur lesquels on va sortir bientôt un vademecum. Alors justement, effectivement, il y a un certain nombre de contrôles qui ont été effectués ces dernières années. Combien de contrôles? Et puis, qu'est-ce que ça a mis en évidence finalement? Quels sont les grands constats que vous avez pu établir? Oui, alors la CNIL a décidé d'inscrire à son programme de contrôle annuel la thématique santé et en particulier d'aller visiter des établissements de santé. Suite aux violations de données, aux grandes attaques, cyberattaques dont ont été victimes les établissements, mais aussi parce que la CNIL a reçu des plaintes suite à des accès illégitimes, comme on dit, sur des dossiers patients. Ces accès illégitimes pouvant être des indiscrétions sur des VIP, typiquement un pilote de Formule 1 très connu dont le dossier patient a été accédé des centaines de fois le jour de son admission. C'est beaucoup plus que son équipe de soins, on est bien d'accord. Mais aussi des indiscrétions tout à fait qui pourraient sembler banales entre collègues où un professionnel résiste pas à l'idée d'aller voir pourquoi son collègue était aux admissions ce matin. Mais ça s'appelle aussi une violation de données sensible au sens du RGPD. Donc voilà, c'est des protections à faire. Et donc la CNIL est allée contrôler 13 établissements de santé de toutes les tailles et avec des solutions différentes de DPI. On a essayé d'avoir les 7 grosses solutions du marché. Et effectivement, déjà, on a vu ce constat sur la notion d'équipe de soins qui n'était pas traduite réellement dans le système d'information. Ce qui fait que, pour faire simple, tout le monde pouvait accéder à tout. Et pour éviter ces indiscrétions, pour éviter ces dérives, on a incité les établissements à resserrer un peu ces définitions-là. On a vu aussi des vraies problématiques sur ce qui va avec, c'est-à-dire la traçabilité. Les systèmes n'étaient pas toujours en état de dire qui avait accédé à quoi ou à quel document. On savait peut-être que tel médecin s'était connecté, mais sans savoir ce qu'il avait fait sur le dossier patient. Et enfin, l'autre gros constat, c'est la dette technique, on va dire, de systèmes anciens, parfois de systèmes qui sont homologués, donc on ne peut pas faire évoluer, de patchs de sécurité qui ne sont pas à jour, enfin tout le package, on va dire, habituel. Et voilà, on est sur un salon cybersécurité, je vous passe les détails, mais voilà, le socle technique aussi était relativement ancien. C'est ce socle technique qui crée la faille de sécurité, c'est-à-dire le risque avec des réseaux que vous appelez à plat, c'est-à-dire que si par exemple c'est la compta qui est attaquée, le risque c'est que tout soit propagé par exemple aux dossiers médicaux? C'est à la fois le socle technique, c'est la conception, c'est une dette technique, c'est-à-dire que
C'est aussi lié au fait que l'hôpital a besoin de travailler H24, ça ne peut pas s'arrêter. Donc c'est difficile de mettre à jour un système, puisque pour le mettre à jour, vous le savez bien, votre PC il doit redémarrer. Et un système médical qui redémarre, pour l'instant, ça peut être compliqué. Déjà, on n'est pas sûr qu'il redémarre bien. Et puis s'il redémarre, ça peut prendre plusieurs minutes. Donc ça veut dire autant de patients qui font la queue. Donc ça peut être compliqué. Et puis aussi sur le cloisonnement réseau, là aussi, on a énormément d'appareils communicants dans un hôpital entre les automates d'analyse, le système qui stérilise, les ascenseurs, tout ce que vous voulez, l'admission des patients. Et tout ça a besoin de communiquer. Et donc, c'est très difficile de dresser une cartographie et de se dire, OK, je compartimente mon réseau. Mais à cause de ça, on a vu l'impact des cyberattaques où un cryptolocker, un rançongiciel activé quelque part sur un poste de travail, a pu mettre à mal l'ensemble de l'établissement, y compris les automates de stérilisation, par exemple. Et pour terminer là-dessus, avec des graduations que vous avez observées aujourd'hui dans les cyberattaques dans les établissements de soins, qu'est-ce qui a changé par rapport aux attaques peut-être d'il y a 1 ou 2 ans ? Ce qu'on voit en tout cas, c'est que le secteur santé est régulièrement victime de cyberattaques et de violations de données, c'est-à-dire des cyberattaques qui conduisent à des fuites de données. Ce qu'on a vu évoluer, c'est que... alors déjà, il y a eu des attaques opportunistes pendant la pandémie, notamment parce que mettre à mal les établissements de santé, ça permettait peut-être aussi d'extorquer un peu plus facilement des rançons. Ne payez pas les rançons, bon, ça c'est dit. Mais aussi, on voit que justement, comme les rançons ne sont pas payées, les attaques changent. Et maintenant, on a le double effet où non seulement le pirate va d'abord extraire les données et les verrouiller, et si on ne paye pas pour les déverrouiller, on va devoir payer pour qu'il ne divulgue pas les données sur Internet. Donc on a maintenant un chantage à la divulgation des données personnelles, ce qui pose un vrai problème, parce que ce sont des résultats d'analyse avec le nom, prénom, l'adresse, le téléphone qui peuvent fuiter dans la nature. Et donc, des recommandations qui vont sortir bientôt de la part de la CNIL sur ce DPI ? Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Comment ça va être mis en œuvre ? Dans quel calendrier ? Alors par rapport à ça, en parallèle des contrôles, puisque c'était des thématiques qu'on avait bien identifiées à la fois d'un point de vue juridique et technique, on s'est mis en ordre de marche à la CNIL pour rédiger un vade-mecum qui fait 40 pages aujourd'hui, qui a été validé par les commissaires de la CNIL et qu'on va mettre en consultation publique d'ici à la fin de l'année. Donc ce vade-mecum, je vous rassure, ce n'est pas encore un texte qui va vous embêter. C'est vraiment, on a essayé de compiler l'ensemble des principes juridiques et des principes techniques qui sont applicables au DPI. Donc c'est vraiment l'idée d'être pratico-pratique pour les RSSI, pour les DPO, pour leur donner une checklist, une liste de courses pour ce qu'il faut faire dans l'établissement. Ça va aussi, j'espère, leur permettre de réclamer les moyens qu'il faut, ou en tout cas d'articuler, de mieux répondre aussi aux programmes de moyens comme le programme CARE, par exemple. Merci. Donc, on aura peut-être des questions tout à l'heure sur ce vade-mecum. Alors, justement, maintenant qu'on a fait un petit peu cet état des lieux, je voudrais qu'on illustre un petit peu comment ça se passe à travers de 2 exemples, au travers de vos 2 établissements, messieurs. Donc, peut-être on commence avec vous, monsieur Alacoque, puisque effectivement, vous êtes directeur des data et de l'IA RSSI à l'Oncopole Claudius Regaud, et vous êtes aussi médecin. Vous avez ces 2 casquettes. Donc, qu'est-ce que ça change dans votre vision de RSSI au quotidien ? Comment ça se met en place ? Tout d'accord. Merci beaucoup, Eric, d'avoir introduit le sujet, et notamment en fait, du legacy et de la souffrance qu'on a au niveau des systèmes de soins. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système de soins a évolué avec le système de santé en France, mais que généralement, on est plus prompt à investir dans des moyens diagnostiques et dans une meilleure qualité des soins. Donc en fait, on va investir dans un IRM 9 Tesla pour faire des meilleures images et en fait faire des diagnostics plus précis. Et en fait, tout ce qui est SI et donc en fait, a fortiori, la sécurité informatique, ça a été relégué au dernier plan jusqu'à très récemment. En fait. Là, on a en fait un peu un électrochoc. On est en train de se réveiller. Et en fait, il y a plein de programmes nationaux qui sont propulsés par les ARS, l'Agence nationale du numérique en santé, etc., pour essayer de faire en sorte qu'on rattrape notre défect. C'est qu'en fait, on passe des systèmes legacy à des systèmes beaucoup plus sécurisés. Alors moi, je vois l'intérêt, c'est que je vois les 2 côtés, puisque pendant très longtemps, pendant pratiquement 35 ans, j'ai fait le rôle de soignant. Et donc, en fait, j'étais en contrainte directe avec les règles de sécurité.
Et j'ai une double formation donc, qui me permet en fait, de voir maintenant en fait, ce qu'il faudrait mettre en place et d'essayer de mitiger un peu les deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les soignants, dans leur journée, en fait, ils ont un nombre incalculable de tâches à faire et qu'on a tendance à réfléchir un peu hors sol sur la sécurité en disant bah, c'est comme ça qu'il faut la faire. Oui, c'est certes comme ça qu'il faut la faire, mais le problème, c'est qu'on a tendance à oublier que les soignants, ils ont un nombre de tâches dans lequel il ne faut pas les déranger, parce que sinon, en fait, le fait de mettre de la sécurité informatique va rentrer en compétition avec la qualité des soins et en fait avec les erreurs qui peuvent être faites. Et ce que je m'aperçois aussi, c'est que en fait, la sécurité informatique, quand par exemple on introduit des règles de double authentification, rentre en opposition de phase avec ce qu'on appelle le comité de lutte contre les infections nosocomiales en local, parce que forcément, en fait, on va devoir se réidentifier plusieurs fois sur des terminaux numériques que tout le monde partage. Donc, en fait, on partage aussi les bactéries. Ce qui m'a fait me positionner dans le monde de la data et de la sécurité, c'est que on prêtant serment en tant que médecin, on prête le serment en étant introduit dans l'intimité des patients, préserver en fait, l'information qu'on va nous donner. Donc en fait, c'était tout logique que j'essaye d'appliquer ce schéma au schéma de sécurisation des données à l'intérieur d'un centre hospitalier. Donc en fait, pour faire ça, il faut énormément d'investissement parce qu'en fait, les soignants en local ont une certaine résistance au changement numérique. Il faut comprendre que pendant très longtemps, ils ont vécu avec un système qui était très, très obsolète. Là, on leur demande de faire une marche qui est excessive. Donc, en fait, ça nous nécessite, nous, de mettre en place de l'agilité et un peu d'intelligence, et puis en fait, du financement. Donc, on a été lauréat d'un appel d'offres qui s'appelle HospiConnect, qui va nous permettre en fait, de monter en compétences et de mettre du SSO, de FA, passwordless, etc. etc. Mais ce n'est pas tant le côté technique qui est problématique, c'est vraiment le côté humain et le côté des patients. Mais bon, toujours est-il que si on s'investit dans cette veine, on peut communiquer vers les patients en disant écoutez, on a bien compris qu'en fait c'était quelque chose qui était absolument indispensable à protéger, c'est votre donnée de santé, et donc en fait on s'est inscrit dans cette dimension-là. Alors c'est intéressant parce que vous témoignez effectivement de la résistance un petit peu au changement des soignants et du fait que parfois on oublie que finalement les soignants ils sont là avant tout pour soigner et que tout ça, ça reste des contraintes pour eux. Là où vous travaillez, Vincent Templier, c'est pas du tout la même approche, me semble-t-il. Alors, vous étiez, vous, au CHU de Montpellier il y a encore quelques mois, puis vous avez rejoint en juin dernier l'hôpital Princesse Grasse, donc, qui est le seul hôpital public de Monaco. Hein. Et vous dites, chez nous, la sécurité, ça fait partie de l'ADN, donc la culture est totalement différente. Expliquez-nous, et surtout expliquez-nous ce que ça change, en fait. Alors, tout simplement, effectivement, Monaco s'est construit sur la sécurité et la sûreté. Donc, il y a la sortie publique, bien entendu, avec énormément de caméras, si vous avez déjà été sur Monaco. Maintenant, bientôt, avec de l'IA intégrée. Donc, la sécurité informatique, en réalité, c'est que le prolongement pour eux de la sûreté publique. Donc, c'est dans l'ADN et dans la culture des Monégasques. Il est hors de question de jouer avec ce genre de choses. Donc, les budgets sont mis depuis de nombreuses années, justement, pour éviter ce genre de fuite de données. Parce qu'on parle bien de fuite de données. Hein. Pour moi, le plus grand risque, ce n'est pas forcément l'arrêt de production. Parce que l'arrêt de production, les médecins, ils savent faire sans informatique. On sait toujours soigner sans informatique. C'est juste qu'on est moins productif, on est peut-être moins bon dans certaines spécialités, mais le laboratoire ne va pas s'arrêter quand il n'y a pas d'informatique. Ils vont juste être plus lents, ça va être peut-être plus compliqué, il y aura peut-être des risques d'identité-vigilance, il y aura des effets de bord, c'est évident, mais ça continuera à fonctionner. On l'a vu dans tous les arrêts des hôpitaux, il n'y a pas eu un arrêt total de l'activité. On passe dans ces cas-là uniquement sur les services critiques et on continue à faire, comme un peu la médecine de guerre. Hein. Voilà, on arrive quand même à travailler. C'est sûr que ça ne va pas être l'idéal et il y aura sans aucun doute des pertes de chance parce qu'on n'aura pas tous les outils à disposition. Ça, c'est évident. Par contre, quelque chose qui est irréparable, parce que la production, voilà, même le CHU de Rouen qui est tombé malheureusement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois au niveau de son système d'information, ou Versailles, ou Sud Francilien par la suite, ils sont repartis. La fuite de données, on ne peut pas récupérer les données a posteriori. C'est quand c'est parti, c'est parti.
Et ça, c'est notre plus grande crainte. En plus, on a une patientèle étrangère qui est la plupart du temps quand même fortunée, même si on a quand même beaucoup d'activités avec des Français. Hein. Donc voilà, des gens. Monaco ne coûte pas plus cher à venir en soins qu'en France. Hein. C'est juste simplement qu'on a une population résidente qui est un peu plus fortunée. Et donc forcément, avoir des données patients à l'extérieur, c'est quelque chose qui pourrait nuire gravement à notre image au niveau de la principauté. Donc on fait vraiment très attention à cette partie-là. Et ça veut dire que vous avez une réglementation facilitante aussi pour ça? Oui, parce que tout simplement, ça fait déjà de nombreuses années qu'il y a un arrêté ministériel de la principauté qui impose déjà la souveraineté des données. Aucune donnée sensible, donc les données de santé, peuvent sortir de Monaco. Alors, il y a forcément l'effet de bord. Pour la sécurité, pour le RSSI, c'est génial. Par contre, au niveau fonctionnel, il y a des limitations, et encore plus quand c'est les éditeurs qui nous imposent à partir sur les mots de sas. Maintenant, tout est dans le cloud, tout est à l'étranger, soumis éventuellement à des lois extraterritoriales. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est HDS français. Donc ça, c'est encore un miracle pour nous. Mais même ça, nous, on n'a pas le droit de le faire. Donc c'est uniquement sur Monaco. Donc c'est très, très limitant, surtout avec l'arrivée de l'IA. Donc voilà, il va falloir qu'on arrive à trouver des solutions sur ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit non plus à la traîne. Côté RSSI, c'est bien parce qu'on est sûr que les données vont rester chez nous. Alors on limite, même de façon peut-être un peu extrême quand on est côté français, pour un Français. Par exemple, on n'a pas accès à notre messagerie de l'extérieur, on n'a pas non plus accès aux webmails, quels que soient les webmails. Donc là, on n'a pas, par exemple, comme on avait souvent en France, où on essaye de limiter, où on a les médecins qui disent « oui, mais moi, je reste tellement d'heures à l'hôpital que j'ai quand même besoin d'accéder à ma messagerie personnelle », ce que je peux comprendre aisément. Nous, c'est non. Si vous voulez accéder à votre messagerie personnelle, vous faites de votre téléphone en 4G. Voilà, c'est clair, c'est net. Mais c'est totalement accepté par la population médicale à Monaco parce que c'est dans notre culture. Tout le monde est comme ça, tout le monde est logé à la même enseigne. Il y a personne qui va voir le mal dans cette partie-là. Il n'y a pas d'accès au drive, donc tous les transferts se font de façon sécurisée sur notre plateforme locale. On a une sonde, donc l'équivalent de l'ANSI, chez nous c'est la MSN. Donc il y a directement une sonde à l'hôpital qui est branchée en direct avec la MSN qui surveille tout ce qui se passe au niveau données. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui fait une tentative de se connecter sur un site qui paraît suspect, on a directement une alarme qui sonne chez nous, et là par contre on le reçoit et il faut répondre quand même très très rapidement. L'équivalent, alors ça c'est l'avantage de la principauté, c'est que c'est 2 km², donc on a tout à côté. Sur 2 km², on a l'équivalent de la CNIL qui s'appelle la CCIN chez nous. Donc il faut savoir que Monaco n'est pas soumis au RGPD parce qu'on ne fait pas partie de l'Europe politiquement. Mais par contre, on a quand même une loi monégasque. C'est pour ça que justement, on a la souveraineté des données, donc elle est encore plus restrictive en soi. Et comme on a la CCIN à 500 mètres de chez nous, on a la MSN à 500 mètres de chez nous, forcément, on est poussé à respecter la réglementation. Donc, c'est pas comme en France, ou quand j'étais côté français il y a encore quelques mois, où on a des milliers d'instructions qui sont sorties, instruction 309, que personne ne respecte depuis au moins 2016, si mes souvenirs sont bons. En réalité, on a un millefeuille administratif côté français. Comme il n'y a pas cette culture et que de toute façon, on n'a pas cette proximité avec le gendarme, j'ai envie de dire, les centres de contrôle, que sont la CNIL et l'ANSI, on ne va pas forcément respecter les choses. Et à partir du moment où on ne va pas forcément les respecter, ça va mal se dérouler. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est surtout ça que je voulais dire. Il n'y a pas qu'une question d'argent et de moyens, parce qu'on peut acheter tous les jouets informatiques possibles et imaginables pour essayer de contrer. C'est toujours le jeu, le chat et la souris, ils arriveront toujours à rentrer. Donc ce n'est pas qu'un problème technique, c'est surtout un problème aussi de comment on pratique au quotidien sur la sécurité. Nous, chez nous, pas de clé USB, on n'est pas obligé de chasser les gens. Les gens n'y vont pas, ils ne vont même pas essayer d'installer une clé USB parce que tout simplement, c'est dans la culture. Est-ce que c'est 100% efficace ? Je vais vous donner la parole après sur la coque pour réagir. Mais est-ce que c'est 100% efficace pour le coup ? Non. Non, c'est jamais efficace à 100%. Il n'y a rien qui est efficace à 100%. On est juste dans la limitation du risque. Je pense qu'un RSSI, ce jour, qui vous dit « moi, je risque rien » est un inconscient. Forcément, on peut toujours rentrer, il suffit d'une petite faille. Si on ne peut pas rentrer par l'extérieur, il suffit de se faire embaucher à l'intérieur. On aura toujours une faille. Elle existera. Non, le zéro risque n'existe pas. On essaye surtout de limiter. On a aussi une politique de minimisation de la collecte de données au strict minimum qui est utile.
La conservation aussi des données. Si le patient n'est plus chez nous, il n'y a pas forcément raison de garder à vitam aeternam des données, par exemple, bancaires. Il n'y a aucune raison. On ne va pas le refacturer alors qu'il n'est plus chez nous. Donc, il redonnera son IBAN quand il viendra chez nous. Voilà, c'est des petits détails, hein, mais on essaie de minimiser effectivement aussi cette collecte. Alors, c'est du travail, hein, parce que ça veut dire que derrière, il faut quand même aussi des personnes qui gèrent tout cet aspect-là. Il faut des moyens humains. Oui. Voilà, il faut des moyens humains et puis surtout gagner en efficacité. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Merci. Alors, Xavier Alacoque, je vous voyais réagir sur notamment la continuité des soins toujours possible. Dans un établissement comme l'Oncopole, ça serait compliqué. Il y a énormément d'imagerie. Non, en fait, j'étais globalement complètement d'accord avec ce qui a été évoqué ici. Hein. C'est-à-dire qu'on pourra toujours fonctionner en mode dégradé. Le seul petit souci qu'on a, ce que je le disais, c'est l'histoire de ces cybersécurité ont tendance à impacter la qualité. Et en fait, ça a été évoqué, c'est l'identito-vigilance. Il faut comprendre que si en fait on n'a pas la certitude que le patient qu'on a devant nous, c'est le bon patient et qu'en fait ça a été vérifié, qu'il a son nom qui suit sur les prélèvements sanguins, etc., et qu'on fait un... en fait, si le prélèvement sanguin il traîne sur la paillasse et qu'il est affecté à un autre patient, potentiellement en fait, les conséquences derrière elles sont quand même gravissimes. Donc oui, on arrivera à soigner comme on l'a toujours fait. On ira comme on a tendance à faire, c'est en fait sélectionner les plus urgents vers les moins urgents et puis en fait finalement arriver à absorber la contrainte qu'il y a sur le système. D'ailleurs en fait on fait ce qui nous est imposé maintenant par les autorités de tutelle, c'est des exercices de crise où vraiment on va dans la profondeur et le détail des process hospitaliers. Moi, je rêve d'un système comme à Monaco où, en fait, c'est la culture de la sécurité qui prime et que les soignants font ça. Vous êtes aussi le premier à défendre l'aspect soignant en disant qu'ils ont besoin aussi d'un tout petit peu de souplesse ou d'agilité pour arriver à prodiguer leurs soins. C'est exactement ça. Et en fait, c'est vraiment de la mitigation. Moi, je le vois, le RSSI en France, comme de la mitigation en fait, du risque et du fonctionnel. Parce qu'on ne peut pas leur imposer. Déjà, en fait, vous savez que notre système de santé est quand même mis sous contrainte pour d'autres raisons en fait, budgétaires et humaines. Depuis le Covid, on a eu du mal à remonter la pente. Mais comme on a accumulé en fait, un retard relativement important au niveau sécurité, là, la marche qu'il va falloir imposer à nos systèmes de soins va être tellement importante qu'on risque qu'une seule chose, c'est que tout le monde parte en vrille et qu'on n'ait plus de système de soins. C'est-à-dire que grosso modo, il faut vraiment cranter progressivement, faire de l'accompagnement, aller leur prendre la main et leur dire bon bah voilà, en fait, moi je travaille pour l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai envie de mettre en place, c'est on s'identifie qu'une seule fois sur le système, c'est du passwordless et puis c'est de la double authentification. Donc en fait, comme ça, après, tout va en suivant. C'est ce que vous avez proposé, vous. Voilà, c'est ce qu'on va proposer dans le cadre d'HospiConnect. Et c'est ce sur quoi on travaille là actuellement. Le seul problème, c'est qu'en fait, on ouvre la boîte et puis que là, il y a le legacy, il y a les problèmes techniques, il y a les problèmes humains, il y a les RH, il y a la résistance du soignant en lui-même qui, en fait, n'est pas du tout acculturé aux moyens informatiques. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très... je vais venir vous voir, d'ailleurs. Hein, ouais, c'est ça. Monsieur Boucher de Crèvecoeur, une réaction? Oui, juste réagir parce qu'en vous entendant, ce qui ressort, c'est la question de la gouvernance finalement. Ouais. Qu'elle soit forte dès le départ ou qu'elle soit à créer, c'est vraiment pour faire changer les cultures ou pour les faire implémenter sur le terrain. C'est sûr qu'il faut être pragmatique, mais il faut avoir une vision à long terme. Et c'est vrai que, hélas, souvent dans les établissements de santé, on est à courir après les patients qui arrivent, les innovations techniques et autres. Mais c'est vrai que la cybersécurité doit s'inscrire dans une gouvernance globale. C'est aussi l'idée de cette recommandation que la CNIL va sortir, c'est de montrer en tout cas le cap pour les années qui viennent en termes de niveau attendu pour ces données très sensibles. J'ai un peu l'impression d'être dans un super tanker en fait, qui est lancé sur une voie et il y a des fuites partout. Le SI essaye de boucher, la sécurité essaye de boucher et en fait, c'est pas, enfin, il va falloir à un moment ou à un autre qu'on passe à un truc beaucoup plus agile et qu'en fait, il n'y ait pas de fuite, quoi, parce qu'au bout d'un moment, on va pas s'en sortir. Alors, il y a un aspect aussi dont on parle peu souvent. Il y a aussi les enjeux sur la partie cybersécurité d'entrée de jeu, c'est-à-dire du côté éditeur.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous fournit des briques qui ne sont pas solides, forcément, on n'arrivera pas à construire un mur solide. Donc ça, c'est aussi un point important. Côté éditeur, chacun doit prendre sa part dessus. Et c'est pour ça qu'au Club RSSI Santé, dont je fais partie aussi du bureau, on a écrit depuis quelques années un closier pour aider et accompagner les établissements à choisir les solutions logicielles, donc avec un niveau d'exigence. On aimerait que ça soit limite le législateur qui prenne cette partie-là pour l'imposer aux éditeurs qui travaillent dans la santé, parce que je trouve ça un petit peu anormal, par exemple, d'avoir encore des dossiers patients en France qui n'ont pas forcément une obligation d'authentification basique imposée avec une politique qu'on peut forcer. Je trouve ça un petit peu inquiétant. Ou avec du chiffrement de données de façon native pour éviter les fuites de données. Voilà, on n'a pas tout ça côté éditeur. Donc, finalement, tous les hôpitaux, de façon individuelle, perdent énormément de temps et d'argent à essayer de sécuriser quelque chose qui, à la base, n'a pas été sécurisé. C'est surtout ça qu'il faut concevoir. Donc, si les choses étaient bien faites et bien pensées, on aurait peut-être moins de travail sur ce genre de choses et on pourrait peut-être plus approfondir d'autres systèmes comme l'acculturation au niveau de nos C'est un patients. constat de la CNIL, ça aussi, ce côté, ce versant éditeur. En termes de choix, est-ce qu'il y a un enjeu sur les mises à jour ? Alors effectivement, aussi pour vous dire que la recommandation qu'on va sortir est pas seulement pour les hôpitaux, mais indirectement, et c'est écrit, pour les éditeurs qui les accompagnent et pour les prestataires de services et fournisseurs de services numériques qui les accompagnent, pour justement fournir des outils qui aident après les responsables de traitement, les établissements à être conformes. On l'a vu lors des contrôles, certains logiciels des pays anciens n'avaient pas le niveau de traçabilité pour dire qui accède à quel document. Finalement, la grosse structure hospitalière a fait évoluer son éditeur, a fait évoluer la solution proposée par l'éditeur pour être conforme au RGPD. Donc les contrôles de la CNIL ont eu aussi cet effet bénéfique, c'est-à-dire que tous les autres clients de l'éditeur en ont profité maintenant. Pareil pour l'authentification forte, c'est des points qui vont évoluer. Donc oui, et on a aussi les financements ministériels qui sont là justement pour imposer un cahier des charges. Et si vous renouvelez votre solution DPI, il faudra qu'elle soit conforme si vous voulez avoir le financement. Donc on a ce levier là aussi. Également pour des questions de mise à jour et de contrat de mise à jour, faire en sorte que voilà, la maintenance corrective, évolutive soit bien incluse dans les contrats et qu'il y ait les modalités techniques pour la mettre en œuvre. Comment j'arrête un serveur tout en laissant tourner le deuxième. Enfin voilà, il faut de la redondance pour pouvoir faire des mises à jour, par exemple. Il y a surtout aussi les enjeux avec l'IA qui arrivent et il ne faut surtout pas les louper. On le voit là dernièrement avec le buzz qui s'est passé, ce côté copilote de Microsoft, où dans les entreprises on pouvait accéder à des données dont on n'aurait jamais dû entendre parler. Je pense qu'effectivement il va falloir être très très vigilant sur cette partie-là. Alors pas le fait que ça soit avec les lois extraterritoriales, je ne vais pas partir sur cette partie très précise, mais même on voit que même au sein d'une entreprise, même quand c'est bloqué dans un seul tenant, il y a quand même un risque aussi de fuite de données quelque part, et en tout cas de mauvaises informations et mauvais cloisonnement. Et je pense qu'il va falloir être très vigilant, c'est un enjeu, surtout dans la partie médicale, parce que l'IA, ça aussi, et on voit avec la loi bioéthique de 2021 qui a clairement annoncé que le fait de ne pas utiliser l'IA, c'est limite pas éthique, parce qu'on ne laisse pas la même chance pour chaque patient. Donc on n'a pas le choix, il faut qu'on aille avec les outils d'IA. Cependant, il faut quand même l'encadrer, bien le cadrer. Alors l'IA Act est quand même une grande avancée, mais ça ne va pas être forcément suffisant, parce que derrière, il va falloir qu'on acculture et sensibilise notre personnel soignant en disant, vous avez un super jouet, il est génial et merveilleux, mais attention, il va falloir bien l'utiliser. Après, pour l'IA, comme pour tout le reste, le RGPD s'applique au sens, il ne faut pas oublier, c'est des sous-traitants. C'est des services en ligne, il y a du cloud, il y a de la sous-traitance, donc ça s'encadre à travers un appel d'offres, à travers des clauses contractuelles sur des transferts de données si jamais c'est à l'étranger. On a déjà dans le RGPD quasiment tout ce qu'il faut pour encadrer l'IA. Il faut juste y penser, donc on retombe sur les questions de gouvernance finalement et éviter que ces solutions soient mises en place de manière sporadique ou un service qui va décider de faire ça sur ses propres deniers. Il faut vraiment que ça soit géré de manière globale au sein de l'établissement ou d'un groupement d'établissements d'ailleurs. Merci. Alors, il y a un autre point qu'il est important d'aborder aussi, c'est le déploiement des entrepôts de données de santé. Il y a un état des lieux là-dessus qui a été effectué par la CNIL. On en est où aujourd'hui ? Et comment on se situe finalement sur notre territoire par rapport à ça ? Effectivement, le produit secondaire, entre guillemets, l'utilisation secondaire des données du dossier patient informatisé, c'est une version pseudonymisée, où on ne garde pas les noms des patients, pour
donner ces informations aux chercheurs qui vont conduire des études, notamment au sein des établissements. Donc pour favoriser ça, la CNIL a sorti il y a 2 ans maintenant un référentiel pour les entrepôts de données de santé qui vous donne là aussi le cadre juridique et technique à déployer pour, on va dire, l'entrepôt standard, hospitalier standard. En parallèle, la CNIL vient de sortir, il y a 2-3 jours, une cartographie de l'ensemble des entrepôts qu'on connaît. Alors, elle n'est peut-être pas complète. Si jamais vous voyez que le vôtre n'y est pas, n'hésitez pas à nous le dire. Mais en tout cas, on voit qu'on a une centaine d'entrepôts, moitié publics, moitié privés, qui sont déployés aujourd'hui. Et vous avez leur carte, leur petite fiche d'identité, on va dire, qui est disponible avec qu'est-ce qu'il y a comme données dedans, comment on peut y accéder. Enfin, on essaye de donner à voir aussi justement ce niveau d'évolution. Après, ça reste, pour répondre à votre question, ça reste encore assez hétérogène parce que un entrepôt de données santé, c'est une base pseudonymisée plus des espaces projets autour pour donner accès aux chercheurs strictement aux données nécessaires. Donc vraiment ce principe de minimisation, ce qui suppose une infrastructure déjà assez complète et finalement un niveau de maturité que tous les établissements n'ont pas encore pour franchir la marche. Mais là aussi, côté CNIL, on les accompagne. On est en lien très fréquemment avec différents CHU en France pour les aider à monter leur projet d'entrepôt de données. Oui. Alors, je vais vous donner la parole. Oui, je vais vous redonner les chiffres. Je suis allée les regarder aussi, effectivement. Entre 2016 et 2024, il y a 40 acteurs publics qui se sont positionnés sur les établissements, sur les entrepôts de données de santé, 26 privés à but non lucratif et 22 acteurs privés. En Occitanie, un seul au CHU de Montpellier. Alors, vous y avez contribué ? Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'ai eu la chance effectivement de lire le référentiel et de l'appliquer, qui est quand même assez fourni, assez précis, assez contraignant, il faut le dire, pour certaines personnes. Là où il a la plus grosse contrainte, c'est pas forcément sur la mise en œuvre technique, c'est surtout sur la partie gouvernance et aussi surtout sur les envies de ce qu'on veut faire de son entrepôt de données de santé. Parce qu'effectivement, autant que c'est bien cadré sur la partie recherche, c'est évident, parce qu'il a été pensé pour ça à la base, on a de plus en plus quand même de start-up qui poussent la porte et qui ont envie d'utiliser cette EDS alors que ça n'a pas du tout été pensé pour ça. Et ça reste quand même pseudo-anonymisé, c'est pas anonymisé. Donc voilà, il faut quand même être très vigilant et c'est pour ça que l'encadrement qui est fait par le référentiel, qui est très contraignant, nous permet pour l'instant encore de maintenir la porte fermée. Cependant, le revers de la médaille, c'est que les startups françaises ont des difficultés à obtenir des modèles de données de santé de façon légite. Et effectivement, la France peut prendre du retard par rapport à ses concurrents où ils sont beaucoup moins regardants, on va dire, sur l'exploitation de données comme ça en volume. Et surtout sur la partie santé où c'est quand même très très important. Alors il y a quand même... Heureusement pour nous, je regardais la possibilité de le faire en local, de faire des IA en local. Donc voilà, Stanford a sorti il y a quelques jours son modèle sur Hugging Face, pour ceux qui veulent regarder, avec justement une partie complètement locale qui s'enrichit, le modèle s'enrichit uniquement des données de santé de l'hôpital en question, sur lequel ils ont fait l'étude. Donc c'est des pistes effectivement à creuser. Cependant, pour pouvoir le faire, il nous faut aussi une infrastructure technique qui coûte très cher, parce que l'IA coûte très cher à concevoir. Donc voilà, c'est toujours ça, c'est entre la protection, l'intérêt pour le patient, parce que on travaille quand même pour le patient dans un hôpital, c'est comme l'objectif final, c'est quand même le soin, et derrière la partie coût. Et aussi ressources humaines, parce que c'est bien d'avoir du matériel, avoir les compétences de data scientist, ça ne se trouve pas tout de suite. Donc j'entends contraintes, coûts, maturité nécessaire. Xavier Alacoque, il y a aussi un projet de DS en cours à l'Oncopole. Vous en êtes où là-dessus? Et puis quel est votre point de vue? Nous, on est un peu en avance de phase. C'est-à-dire que grosso modo, on n'a pas reconstruit l'EDS on-premise. On a opté pour une version, parce qu'en fait, c'est ce que vous évoquiez, c'est qu'il y a des prérequis qui sont vraiment extrêmement lourds et coûteux, en fait, en termes de TP, en termes de MCO, MCS, qui impliquent énormément la structure. Donc en fait, nous, on a dit non. On a besoin d'EDS parce qu'en fait, les projets d'EDS
et de coopération d'EDS sont de plus en plus fréquents en France. C'est-à-dire que grosso modo, il y a 50 projets de recherche qui développent leur EDS, qui doivent communiquer avec des EDS locaux, etc., etc. Donc en fait, c'est un prérequis nécessaire. En revanche, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que grosso modo, dans un EDS, on peut stocker des données, on peut les échanger, on peut faire des recherches dans des espaces projets. En revanche, dès lors qu'on a besoin d'être innovant et agile et de monter en compétitivité face aux Américains ou aux Chinois, en fait, on est complètement seul parce qu'en fait, c'est l'infrastructure qui est locale. Donc en fait, on a opté pour quelqu'un qui va nous mettre à la sortie en fait, de la chaîne de modification de la donnée et qui va garder l'ensemble des prérequis de l'EDS dans la modification de la donnée, un EDS en SaaS, et en fait c'est lui qui va l'occuper qui va l'industrialiser pour nous. À côté de ça, on a mis en place une stack où on fait de la vraie... parce qu'en fait, il faut qu'on monte en compétences face à des industriels de la pharma internationaux. Et en fait, il faut qu'on puisse répondre en disant on a des essais de phase 1 avec en fait, des données qui sont super valuable. Comment est-ce qu'on fait pour les valoriser? Donc en fait, on a inverser le modèle, parce qu'en fait avec la CNIL on peut travailler soit en mode EDS soit en mode projet. Donc l'EDS c'est le tout venant, tout ce qu'en fait on voit en France. Et tu compléteras et tu me corrigeras. Et après, on fera des questions. Après en fait on s'est mis dans la législation ou dans la recommandation de l'EDS, mais on a poussé le cran encore plus loin. C'est-à-dire que grosso modo on a fait de la vraie anonymisation, du surchiffrage, utiliser des startups qui font en fait de la synthèse de données anonymes, enfin de données synthétiques, donc ce qui fait qu'on n'a jamais accès à la vraie donnée, et des clean rooms en fait sécurisés à la fin, avec une capacité de scalabilité au niveau des GPU et des CPU. Ce qui fait qu'en fait pour l'IA, oui, en fait on va être au rendez-vous pour développer des modèles d'IA, sachant que, alors j'ai bien compris aussi l'histoire de l'IA en local. Moi je suis en local. Voilà. Non mais on travaille aussi de ce côté-là, c'est-à-dire qu'en fait Yama Index avec en fait une arche infranchissable, et ben en fait on commence à travailler sur nos données en local avec Yama Index, mais qui est en local, c'est-à-dire que grosso modo qui fait du fine-tuning et qui apprend le quorum de documents qu'il y a sur place. Voilà. Donc en fait on en est à ce niveau-là. Je pense qu'en fait dans les établissements de soins on n'est pas trop en retard en fait. Donc notre choix qui a été fait, un choix un petit peu différent. Je vous laisse, si vous voulez réagir, vraiment 2 minutes. Ensuite, on va prendre des questions au public. Il nous reste 5 minutes. Oui, très vite. Juste pour rappeler que le référentiel EDS est vraiment taillé pour le référentiel de base d'un CHU pour ses études internes essentiellement, ou avec quelques partenaires externes. Mais c'est une mesure simplification, c'est-à-dire que rien n'empêche de faire un peu plus compliqué ou avec plus de partenaires, etc. Simplement, là, on passe à ce moment-là dans les autorisations classiques, recherche, CNIL, et on en accompagne aussi plein qui font ça. Néanmoins, on a mis ces référentiels en consultation publique et on est en train de partager les résultats, et l'échange de données entre DS ou la mutualisation de données entre différents centres hospitaliers aux fins de recherche, c'est vraiment une des demandes, et là, on est en train de rentrer dans la saison 2, on va dire, des EDS pour intégrer à la fois les questions d'IA et de partage de données. On va faire évoluer ce référentiel, probablement à travers des groupes de travail pour justement bien prendre le besoin des uns et des autres et comment on peut sécuriser ces échanges. Merci. Merci beaucoup pour ces éclairages intéressants. Et alors peut-être on va prendre quelques questions dans le public. Merci Béatrice, merci messieurs. Question du public. Rebonjour madame. Et re-bienvenue. Merci. Alors première question, donc comme il y a plusieurs EDS, ça veut dire également plusieurs normes, plusieurs standards et plusieurs capacités également à manipuler de la donnée une fois qu'elles sont dedans. Est-ce qu'il y a des harmonisations qui sont prévues au niveau des protocoles pour que le dossier, disons, d'un patient qui se trouverait sur un EDS à Lille soit à peu près utilisable par une entreprise de la même façon qu'un qui se trouverait à Monaco ou à Rouen par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues là-dessus? Parce que pour l'instant, travaille dans le secteur aussi côté privé, on a surtout noté que quand on travaillait avec un EDS, ça voulait dire aussi avoir une... comment dire, par rapport à AWS ou Azure par exemple, au niveau des technologies proposées à mettre sur des données moins sensibles, souvent il y avait un très très gros retard au niveau de ce qui était faisable ou pas d'un point de vue technologique sur des systèmes purement franco-français en fait. Alors homogénéisation possible, privé, public?
Alors, ce que je vois en tout cas, c'est que autant les DPI sont souvent des systèmes propriétaires qui ont des formats de données qui n'ont pas toujours été mis aux normes d'interopérabilité ou pas toujours de manière très simple, autant justement les CHU, quand ils vont créer leur EDS, au moment où le DPI va alimenter l'EDS, les données vont être remises dans un format beaucoup plus ouvert, beaucoup plus interopérable, justement dans l'idée que les chercheurs puissent, quand ils accéderont aux données, trouver un gabarit de données qu'ils ont l'habitude de traiter, comme ça ils peuvent réutiliser leur routine, leur système de traitement sur un schéma. Donc on commence à avoir effectivement des schémas de données pour le stockage en entrepôt qui sont un peu plus uniformes, je trouve, aujourd'hui. Notamment, on a des impulsions nationales pour ça aussi. Oui. Très bien. On a une autre question, je Oui. crois. Bonjour et bienvenue. Merci. En termes de questions sur la biométrie, pour la pénibilité pour les soignants ou choses comme ça, de rentrer plusieurs fois leurs données. Double authentification. Oui, ouais. oui, double authentification. Est-ce que ce serait possible, ou en termes de législation ou en termes de coût, au lieu de l'empreinte digitale, d'utiliser l'iris, en fait, comme c'est le cas à l'aéroport? On a plusieurs solutions, effectivement. Il y a une recommandation de la CNIL sur la biométrie sur le lieu de travail. Donc, vous pouvez éventuellement regarder de ce côté-là. Et là encore, il faut que ce soit justifié, proportionnel, etc. Après, pour ce qui est du domaine médical, on s'orienterait plutôt vers, par exemple, la CPS sans contact, où on va se connecter une fois le matin en tapant ce code PIN de la carte CPS. Mais après, le reste de la journée, on pourrait juste rebadger en sans contact pour rouvrir les sessions suivantes sur les autres postes quand on circule, par exemple. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît, du public, et de profiter bien sûr de la présence de nos experts ici présents. Non. Béatrice, peut-être le mot de la fin. Eh ben, écoutez, merci à tous les trois pour avoir ouvert ces fenêtres-là sur l'actualité et d'avoir illustré avec vos préoccupations à chacun. On vous laisse échanger si vous le souhaitez pour la suite et on attend les prochaines actualités.